Il en a vu une ramper hors des décombres, alors qu'elle avait été coupée en deux. Ancien soldat, quelles sont les choses qu'on ne vous dit pas sur la guerre? Le son de milliers de personnes chantant leurs prières au loin, c'est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais entendues. Cela pourrait être beau, mais le fait de savoir que certaines des personnes que vous entendez vont essayer de vous tuer plus tard, rend la chose terrifiante. On n'est plus jamais vraiment le même. À votre retour, vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Vous ne vous sentez pas spécial pour ce que vous avez fait, mais vous ne voulez pas que les civils oublient. Chaque film ou émission de télé qui montre la guerre se trompe d'une manière ou d'une autre et vous remplit de rage. Chaque « merci pour votre service » semble faux, comme s'il s'agissait d'une obligation. Tout ce qui se passe à la maison est insignifiant. Est-ce que quelqu'un se souvient qu'il y a une guerre? Pourquoi tout le monde s'intéresse-t-il à une émission de télé sur des gens qui chantent? Ces gens qui chantent n'ont rien fait de spécial, ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir une peur bleue tous les soirs. Personne ne peut comprendre ce que vous avez vécu. Même les autres soldats n'ont pas eu la même expérience. Vous n'étiez pas à cet endroit et à ce moment-là, alors comment pourriez-vous comprendre? Ma guerre a été la pire des guerres. Ma tragédie est la plus tragique. Alors vous buvez pour ne plus être en colère. Vous buvez pour pouvoir rire à nouveau. Vous buvez parce que je vous emmerde. J'ai servi mon putain de pays, qu'est-ce que tu as fait? Personne ne comprend, comment pourrait-on comprendre? Votre femme veut vous aider, mais elle a déjà l'air d'être constamment déçue par vous, elle ne sait pas ce que vous avez fait pour cette famille. Alors tu te calmes, tu essaies de te ressaisir, tu quittes l'armée, tu trouves un emploi civil. Tu détestes toujours tout le monde, ils n'ont rien fait pour ce pays. Vous prenez une bière avec les salles civiles du boulot, ils sont tous nerveux autour de vous. Comme si tu étais une sorte d'expérience qu'ils devaient surveiller. Un civil vous raconte comment sa mère s'est suicidée il y a quelques mois et vous demande comment vous gérez cette perte. Un autre parle du cancer qui a emporté son père. Un autre parle de l'accident de voiture qui a coûté la vie à un ami. Attendez, quoi? Ces civils ont eux aussi vécu des tragédies? Non, on s'en fout, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on ressent. Ils ne savent pas que ma guerre est la pire des guerres. Mais attendez, comment puis-je ignorer leur tragédie et m'attendre à ce qu'ils se soucient toujours de ce que j'ai vécu? Nous vivons tous des tragédies, peut-être que la mienne a juste été aggravée et comprimée dans un laps de temps plus court, mais il s'avère que je ne suis pas spécial. Nous sommes tous dans le même bateau. Je ne suis peut-être pas le même, mais je ne suis pas seul à faire face à cette situation. C'est un endroit où vous n'avez pas à vous soucier de vos factures, de votre hypothèque, de votre famille, de vos beaux-parents, de vos devoirs ou de vos voisins. On ne peut pas se faire arrêter par les flics ou fermer pour s'être trop amusé. Tu es avec tes meilleurs amis dans une vallée pendant des mois et tu peux voler en hélicoptère plusieurs fois par semaine. Tu vas camper tout le temps et tu seras dans la meilleure forme de ta vie. Tu seras payé plus que tu ne l'as jamais été dans ta vie. C'est sérieux. C'est exonéré d'impôts. Tu n'as pas besoin de faire ou de plier ton linge, et tu n'as même pas besoin de sortir du lit pour faire pipi. Vous tirez avec les armes les plus grosses et les plus cool que vous ayez jamais vues ou entendues, et, bon sang, vous tirez beaucoup. À votre retour, vous avez 21 ans et vous buvez une bouteille d'alcool tous les soirs avec vos meilleurs amis, parce que vous pouvez vous le permettre et que vous passez un sacré bon moment. Tout le monde au travail pense que tu es un héros et écoute ce que tu as à dire. Ce que vous dites passe. Vous êtes l'expert dans votre domaine parce que vous avez gagné ce droit grâce au sang, à la sueur et aux larmes que vous avez versées dans quelque chose auquel vous n'avez même pas vraiment pensé au cours de l'année écoulée. Cela fait partie du travail, faites avec, les gars. L'armée vous donne une tape sur les fesses en partant et le ministère du Travail vous dit que vous ferez bien de trouver un emploi en partant, merci d'avoir formé les médecins qui vous remplaceront. Vous rentrez chez vous et vous avez l'impression d'être en congé. Vous vous dites, maintenant, c'est pour de vrai. Les cours à l'université sont faciles et le travail à temps partiel est une blague. Les visites médicales sont la chose la plus difficile, parce qu'ils vous demandent de décrire en détail chaque mal, chaque douleur et chaque irrégularité dont vous souffrez, plusieurs fois, à plusieurs personnes, et pourquoi. Chaque fois que vous vous souvenez un peu plus, mais vous n'avez jamais l'impression d'avoir une image complète. Vous vous souvenez de l'explosion, et vous vous souvenez d'avoir accompagné votre lieutenant jusqu'au bunker. C'est votre 4e ou 5e combat, et c'est seulement son premier.
Il est recroquevillé et essaie de remettre son armure parce qu'il donnait un cours de radio aux Afghans, mais avec le bruit des tirs entrants et sortants qui prient pour se retrouver, il peut à peine bouger. Vous riez, et vous regardez si l'histoire fait rire quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, ce sont 3 adolescents horrifiés de votre projet de groupe qui vous regardent. Cet endroit vous manque. Il vous manque, vous vous faites tirer dessus tous les jours et vous ne pouvez expliquer à personne pourquoi. Personne ne parle jamais de l'odeur. C'est ce qui me reste le plus en mémoire. Vous regardez des films qui montrent la guerre et vous parlez à des gars qui y sont déjà allés, mais vous ne pensez jamais à l'odeur que cela peut avoir jusqu'à ce que vous déblayiez des bâtiments, que vous deviez frapper quelqu'un à la tête pour la première fois, et que cette odeur vous frappe. C'est peut-être la combinaison du sang et de la fumée d'armes à feu, mais cela me rappelle l'odeur des mains après avoir tenu une chaîne de balançoire. Entre le fait de devoir passer des semaines sans se doucher, de brûler sa propre merde et ses ordures, et les morts qui ne sont pas toujours enterrés correctement, oui, la guerre est un endroit qui sent mauvais. Vous tuez des enfants. Lorsque j'étais de garde, ils ont amené une fille au camp, les jambes arrachées, des éclats d'obus sur tout le corps, mais elle était encore en vie. Ils l'ont déposée dans une voiture et sont partis. Quand on s'approche d'elle, on se rend compte qu'elle est vivante. Vous voyez les dégâts, vous voulez l'aider, mais vous restez en retrait parce que vous vous souvenez de la dernière fois où ils vous ont attiré dans un piège et ont piégé un cadavre avec des explosifs. Elle respire et dit quelque chose que vous ne comprenez pas. Quelqu'un crie l'ordre de reculer et d'appeler la base. Vous ne pouvez pas la laisser là. Vous vous déplacez et la ramassez tandis que quelqu'un vous crie de ne pas la toucher. Elle vous regarde avec un visage d'innocence et de douleur. Vous vous retournez et vous la portez à l'intérieur du camp pour qu'elle soit soignée. Là, tout le monde vous aide. Vous la remettez et restez à l'extérieur. Votre sergent commence à vous crier dessus, mais ces mots ne vous atteignent pas. Vous apprendrez plus tard qu'elle est morte. Lors du briefing de la semaine suivante, l'incident revient sur le tapis. Elle n'a pas marché sur une mine, elle a été touchée par un obus au cours d'un combat. Les gars qui l'ont déposée avaient trop peur qu'on leur tire dessus aussi. La guerre, ça craint, il n'y a rien d'héroïque là-dedans, c'est juste une immense tragédie. Et elle revient à la maison avec vous. Ils ne peuvent pas vous préparer à ce qu'un être humain meure devant vous. Ils pleurent, crient, chient et se pissent dessus, supplient de rester en vie ou, pire encore, cessent tout simplement d'être là. La chose la plus importante qu'ils ne vous disent pas, c'est comment supporter ces putains de civils qui posent des questions sur des trucs qu'ils n'ont pas le droit de demander. Mais la chose la plus importante qu'ils ne vous disent jamais à propos de la guerre, c'est que certains d'entre vous l'aimeront un peu trop. Quoi qu'on en dise, on n'est jamais prêt à rentrer chez soi. C'est tellement différent et votre sens de l'imagination est décuplé. J'ai vu une femme braquer une arme sur l'estomac d'un homme. Je cligne des yeux et je regarde à nouveau, c'est son putain de portefeuille qu'il a laissé tomber et j'étais sur le point de la plaquer. Lorsque j'étais en Irak en 2003, nous avions des fûts métalliques de 40 litres que nous coupions en deux et que nous survolions pour y chier. Puis, lorsqu'ils étaient trop pleins, nous devions y verser du diesel et y mettre le feu. On peut se demander qui est chargé de cette tâche de merde. Dans mon unité, c'était celui qui avait merdé le plus récemment. Si vous aviez fait quelque chose de mal, vous étiez affecté à l'escouade de la merde. Le problème, c'est que presque n'importe quoi pouvait vous amener à faire partie de l'escouade de la merde. Si personne n'avait fait de grosses conneries depuis un certain temps, une infraction mineure, comme le fait d'altérer le grade d'un marine de haut rang, vous permettait d'être affecté à l'escouade de la merde. Si le nombre de membres de l'escouade de la merde augmentait, les petits malfrats étaient renvoyés. Si vous étiez membre de l'escouade de la merde, vous entendiez l'appel « escouade de la merde » en place et vous aviez intérêt à accourir. Brûler de la merde est un processus bien plus compliqué que vous ne le pensez. La merde brûle bien toute seule si on lui ajoute un combustible, mais la pisse et la diarrhée ne brûlent pas bien. Pour que ce mélange liquide de lingette pour bébé et de pisse brûle, il faut y verser quelques litres de diesel, remuer un peu et mettre le feu. Ensuite, pendant qu'il brûle, il faut continuer à le remuer pour que la partie la plus humide de la merde s'évapore et que la merde puisse réellement brûler. Lorsque le carburant se consume, il faut s'assurer que les flammes sont complètement éteintes, puis ajouter du diesel et répéter le processus. Cette dernière partie est extrêmement importante, ce que de nombreux novices apprennent en prenant feu sur les bidons de diesel lorsque le bidon de merde n'est pas complètement éteint. En général,
l'ensemble du processus prenait environ 1 heure si l'on ne faisait pas trop de bêtises pendant le processus. C'est incroyable de voir comment on peut transformer un travail de merde comme celui-là en quelque chose d'hilarant quand on a le choix entre en rire ou se suicider quand tout le monde dort le soir. Qu'il y a des gens qui apprécient votre présence. On vous l'a peut-être dit avant que vous n'arriviez, mais quand vous voyez l'état dans lequel il se trouve, vous n'y croyez pas. Cette image est gravée dans ma tête et m'a littéralement fait pleurer lorsque je l'ai vue. C'était littéralement notre premier jour de patrouille en solitaire, ceux qui nous formaient et nous enseignaient les ficelles du métier à notre arrivée étaient partis. Nous quittons la porte et juste devant la porte, un petit garçon, d'environ 10 ans, se tenait sur un monticule et nous saluait alors que nous passions devant lui. Cela m'a vraiment touché au cœur et m'a prouvé qu'il y a des gens qui veulent que nous soyons là pour leur protection et leur sécurité, même s'il y a eu des attaques d'insurgés ou des attaques forcées de fermiers, mais qu'ils se sentent plus en sécurité avec nous sur place. De plus, si quelqu'un a besoin d'aide, il nous fait signe. En cas d'incident, ils n'ont pas demandé l'aide de l'armée irakienne, ils nous ont cherchés, nous ont signalés et nous ont envoyés là-bas parce qu'ils savaient que nous saurions quoi faire. Quand j'étais là-bas, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, j'avais l'impression d'avoir un putain de but. Je suis parti comme si ma vie avait un sens et, chaque jour, j'aimerais retourner dans l'armée. À votre retour, les gens vont supposer que vous souffrez d'un syndrome de stress post-traumatique et seront remarquablement loquaces à ce sujet, étant donné qu'ils n'ont aucune expérience militaire. Tout ce que vous ferez différemment sera mis sur le compte d'un problème mental. Et même si, oui, vous ne reviendrez pas exactement le même, je pense qu'il est irréaliste de ne pas s'attendre à ce que quelqu'un change du tout au cours d'une année entière, indépendamment de l'endroit où il se trouve ou de ce qu'il fait. Pendant des années, on vous posera de remarquables questions stupides. Ai-je tué quelqu'un? Vos parents vous ont-ils appris à réfléchir avant de parler? Vos collègues civils vous reprocheront d'être trop heureux au travail, simplement parce que vous avez le sens de la mesure et que vous ne vous énervez pas pour les petits inconvénients stupides et insignifiants auxquels vous êtes confrontés dans votre nouveau travail. L'ennui. L'ennui absolu, l'ennui qui engourdit. Après la première mission, lorsque vous vous attendez à ce que chaque rocher et chaque panneau de signalisation soient des engins explosifs improvisés, la réalité s'impose. C'est là que l'ennui s'installe. L'ennui en mission, après la mission ennuyeuse, vous retournez à une base où vous passez les prochaines heures à vous ennuyer jusqu'à ce qu'un repas se présente. Après le repas, il ne reste plus que quelques heures d'ennui avant d'aller dormir pour se réveiller et survivre à une autre journée tellement remplie d'ennui que vous regrettez de vous être endormi au réveil. Un jour, au cours d'une mission, les choses se gâtent et, pendant quelques heures, vous vivez à 120 à l'heure. L'adrénaline rend tout à la fois flou et clair comme de l'eau de roche. Lorsque ce qui semble avoir été toute la journée est enfin passé et que vous réalisez que cela ne fait que quelques heures, le poids écrasant de la vie revient et vous vous rendez compte que votre âme est en train de s'effondrer. Si vous pensiez que les choses étaient ennuyeuses avant, maintenant ce serait une existence de rien du tout. Votre vie n'est qu'un canal sans fin où rien n'est statique et où vous attendez le prochain flash d'une faible image en arrière-plan, qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. L'ennui d'avant devient un carrousel intolérable du même faux paysage qui défile tous les jours. Se réveiller. Manger. Mission. Dormir. Seul l'ordre change. Si vous avez de la chance, ou de la malchance, le combat peut entrer dans l'équation, mais le plus souvent ce n'est pas le cas. Au bout d'un certain nombre de tours dans le décor, votre temps est écoulé et c'est à votre tour de rentrer chez vous. Mais ce sera mieux quand vous rentrerez chez vous parce que vous retrouverez votre ancienne vie. Mais dans votre ancienne vie il n'y a jamais de combat ni d'adrénaline et cette prise de conscience rend votre ancienne vie que vous vouliez tant retrouver, ennuyeuse. Pour certaines personnes, c'est à ce moment-là que les pensées suicidaires s'insinuent et que, sans structure de soutien, elles commencent à les entretenir. Heureusement, j'avais du soutien. Personne ne vous dit que cela ne disparaît jamais. Quand vous êtes un adolescent stupide avec un désir de mort mais que vous finissez par rentrer chez vous des années plus tard malgré vos efforts secrets pour mourir, que les autres ne voient que comme de la bravoure. Vous êtes alors renvoyé chez vous, sans personne ni rien à retrouver, et vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire parce que tout ce que vous connaissez maintenant, c'est la mort. Il m'a fallu plus d'1 an pour apprendre à vivre dans le monde réel, alors que je n'y avais jamais vécu. 20 ans plus tard, je vais mieux. Je suis heureux d'avoir survécu, mais je ne suis pas fier de ce que j'ai fait là-bas.
Ma femme en sait plus sur mon service pour avoir été réveillée par mes cauchemars que pour tout ce que je lui ai dit sur mes expériences. Personne ne vous raconte ces conneries et c'est ici et maintenant que j'en ai le plus parlé en dehors du cabinet de mon thérapeute. Combien de choses deviennent tellement ancrées en vous que vous les ferez encore des semaines, des mois, des années après. Je vérifie toujours mes coins lorsque j'entre dans une pièce. Je vérifie les portes. Les points d'entrée et de sortie. Les angles morts. Le nombre de personnes. Comment se tiennent-elles? Quel est leur langage corporel, si nécessaire? Qu'est-ce que je peux utiliser comme arme? Dans un restaurant, je m'assois face à la porte si je le peux. Je scrute de gauche à droite en marchant, de 5 à 20, en lisant les gens et les lieux. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose que je le fasse encore, cela fait partie de ce que je suis maintenant. Je pense personnellement que je m'en porte mieux, après tout, qui ne voudrait pas être plus conscient. En revanche, le poids me manque. L'armure, l'arme, le sac à dos rempli de munitions d'autres personnes. Vous vous sentez 10 fois moins fort en marchant sans. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'infanterie que vous allez toujours vous faire baiser et pas les autres. J'étais un soldat de l'armée de terre qui est allé en Irak. Mon frère cadet était dans les communications et il est allé en Afghanistan. J'ai conduit d'une base à l'autre en espérant ne pas être touché par des engins explosifs improvisés, tout en cherchant des personnes, des lieux, des objets suspects sur la route, etc. Mon frère est resté sur une base pendant tout le temps qu'il y a passé, travaillant avec des radios et des satellites. Notre base n'a jamais été attaquée, mais nous avons trouvé des roquettes prêtes à être lancées sur notre base. Notre équipe les a détruites. La base de mon frère a été touchée presque quotidiennement. Des fermiers avec des RPG tirant au hasard. Les mortiers arrivaient au hasard. Une fois, il était assis dans un bunker, attendant la fin de l'attaque, lorsque la douche des femmes a été touchée par quelques mortiers. Le bâtiment a été complètement détruit. Il y avait des femmes qui prenaient des douches à ce moment-là. Quelques-unes ont été tuées, et mon frère il en a vu une ramper hors des décombres, alors qu'elle avait été coupée en deux. Je suis rentré à la maison avec des problèmes de genoux et de colère. Mon frère est rentré chez lui avec un corps, un esprit et une âme brisée. Ce genre de merde était censé m'arriver à moi, pas à lui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo.